Cher Didier Decoing, c'est un plaisir évidemment de vous accueillir à nouveau sur cette scène de l'Opéra et ce soir comme président de la 44e édition du Livre sur la place. Je vous remercie infiniment d'être là parce que, on peut le dire, vous avez été opéré il y a un mois, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Vous auriez certainement aimé que le Livre sur la place soit 15 jours plus tard. Voire même 3 semaines. Mais vous êtes venu et vous avez fait l'inauguration, vous avez été présent toute la journée, donc un grand merci. Et puis, je suis évidemment heureuse d'accueillir les deux invités que vous avez choisis, Isabelle Carré et Isabelle Autissier. En plaisantant, on dit régulièrement Didier, c'est Isabelle, hein, je vous le signale. C'est vrai. Donc, nous avons une petite heure pour parler à la fois du jeu des scies, qu'a publié Isabelle Carré chez Grasset en mai, je crois, et Isabelle Autissier, Le naufrage de Venise, chez Stock, à la même période, avant l'été. Et puis, nous parlerons également de la rentrée littéraire. Vous avez annoncé mardi dernier la première sélection du prix Goncourt. Et vous nous direz aussi votre actualité, qui est très chargée pour l'automne à venir. Donc, beaucoup de sujets. Mais avant tout, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui vous a fait choisir. Alors, ça a été un cri du cœur, hein, vous n'avez pas hésité une seconde. Il n'y a pas eu la moindre hésitation. Vos deux invités. Elles me bluffent toutes les deux. Elles me bluffent pourquoi ? Parce que elles sont parties d'ailleurs pour arriver là, à la fonction d'écrivaine, et pas n'importe quelles écrivaines. J'aurais jamais imaginé qu'une navigatrice comme Isabelle Autissier écrive, et surtout écrive aussi bien. J'aurais jamais imaginé qu'une actrice de génie comme Isabelle Carré devienne une romancière aussi connaissant les outils, provoquant des émotions aussi fortes, etc. Bon. Donc elle me bluffe. Et moi, je fonctionne à l'admiration. Mon père était comme ça, il pleurait quand un acteur était bon, même s'il n'avait pas dirigé lui. Il disait « c'est pas possible, il est trop bon ». Et il l'applaudissait. Alors le type était sur un écran, il n'entendait pas. Mais j'espère qu'on le lui rapportait. Mais il fonctionnait à l'admiration. Et moi, c'est pareil. Je peux avoir de l'admiration pour des écrivaines, pour des comédiennes ô combien, pour des navigatrices. Comme c'est en plus un domaine qui m'échappe un peu, sinon beaucoup. Alors quand il s'agit de... Je ne me mesurerai jamais à Isabelle Autissier. Mais quand j'entends là où elle va, là où elle fait faire dodo à son bateau, il est à Reykjavik, là, actuellement, enfin à côté. Et c'est toujours dans des mers extrêmes, ou extrême sud, ou au extrême nord, qui sont des paysages, moi, qui me font rêver. Et j'aurais aimé, mais c'est pas non pour toujours, j'aurais aimé, Isabelle, avec toi, faire un petit parcours. Tu me prends comme passager, je peux aider, je sais illustrer, oui, devant témoin. Ça commence très fort. Oh, je veux bien faire des choses avec Isabelle, mais je ne suis pas comédien du tout, alors. On a joué ici sur cette scène on a ensemble. Joué. Vous avez été génial. Oui, vous étiez très bien. Journal d'une femme de chambre. Absolument. La pièce des bottines. Et vous parliez de votre père, Didier. Hier soir, au Caméo, il y avait 2 films de lui qui étaient projetés. Et j'ai entendu Isabelle, il y a peu de temps, dans une interview, parler de ses enfants et dire, c'est toujours difficile quand on a des enfants, de dire maman par jouet. Et Didier, régulièrement, souvent, je l'ai entendu dire, moi, papa, quand j'étais enfant, il partait jouer. Et j'ai pensé que ce rapprochement était très vrai. Un acteur joue, c'est pas il ne va facile pas travailler. C'est pas facile, effectivement, de dire à son enfant... maman part jouer, c'est dégueulasse. Pourquoi tu joues pas avec nous ? Pourquoi tu joues pas à la maison ? Joue avec nous. Donc, il fallait trouver le bon vocabulaire. En fait, maman part travailler, maman part pour son travail, mais maman part jouer, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est un travail qui sera... Oui. Alors, on va commencer par vous, Isabelle. Le jeu des scies est votre 3e roman. Tout le monde connaît évidemment la comédienne de théâtre, de cinéma. Mais vous êtes devenue
une écrivaine de renom, Didier en parlait. Votre premier roman, Les Rêveurs, avait reçu le prix RTL Lire. Le deuxième a lui aussi été très bien accueilli. Et celui-ci, Le Jeu des Six, pourrait, je pense, faire un film. D'ailleurs, le vôtre aussi, évidemment, oui. Isabelle. Celui d'Isabelle Autissier coûterait très très cher. Hein. Oui. Parce que détruire Venise, rien que ça, madame. Voilà, faut mettre le paquet un peu. Ouais. Et alors, Isabelle, tout commence par votre héroïne, Elisabeth, qui part dans le Pays Basque en avion, retrouver son fiancé pour parler de mariage. Il n'est pas à l'aéroport et on voit tout ça régulièrement. Il y a un taxi avec un panneau qui attend. Il attend une certaine Emma Auster, A-U-S-T-E-R, hein, Auster. Elle ne vient pas et Elisabeth choisit de dire c'est moi et de partir avec. Est-ce que vous avez tenté ça ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette histoire ? L'idée, je l'ai vraiment eue parce que je ne sais pas m'organiser et donc je commande jamais les taxis. Et c'était il y a 20 ans, j'étais en tournage avec un film de Cédric Kahn qui s'appelle L'Avion. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est ballot, il y a toujours ces pancartes là. Pourquoi pas dire c'est moi ? Mais l'idée, ça serait de pas dire au bout de 5 minutes au taxi, non, excusez-moi, amenez-moi à la bonne destination, bon, je vous paierai la course, etc. Non, voir jusqu'où ça pourrait me conduire, jusqu'où je pourrais aller dans la peau de cette Emma Auster, et jusqu'où je tiendrais en fait. Et vous ne l'avez pas fait ? Eh non, je suis trop pleutre. Non, mais vous avez la fascination de changer d'identité. Voilà, c'est ce que je fais dans mon métier de comédienne. Voilà. Mais simplement, je l'écris dans le livre d'ailleurs, dans mon métier de comédienne, c'est balisé. Ça vaut pas quelque part parce que on est tous au courant, quoi. Tout le monde est bien informé que on est sur un plateau, que les textes ont été écrits par quelqu'un d'autre. Même si Marivaux le dit très bien, les acteurs font semblant de faire semblant. Quand même, on sait où on est, quoi. On est dans la fiction pure et simple. Alors que là, de se glisser vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre pour de vrai, là, le vertige est vraiment intense, quoi. Et donc, je n'ai pas été capable de le faire. J'admire beaucoup, d'ailleurs, les comédiens qui jouent dans la vie réelle, des jeux de rôle, voilà, et qui jouent avec ces... Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fin de compte, que ça soit dans mon métier de comédienne ou en littérature, c'est cette frontière, qu'elle soit le plus ténue possible, parce que je trouve que c'est là que c'est intéressant, entre la réalité et la fiction. Quand je joue, en fait, j'espère que les gens se disent « mais c'est pas possible, ça sonne tellement vrai qu'elle a dû le vivre ». Là, c'est que ça marche, c'est que ça touche le nerf, quoi. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire. C'est un peu ce qu'on pense, d'ailleurs. Vous auriez pu le vivre, effectivement. Ça... Et vous savez que l'une des scènes d'échange d'identité les plus extraordinaires, c'est le naufrage du Titanic. Il y a eu tous ces morts, évidemment, mais il y a les survivants. Et quand je ne me rappelle plus comment s'appelle le bateau qui était allé au secours du Titanic et qui a embarqué 465 survivants, ces gens étaient sans papier, ils étaient en pyjama, ils étaient mouillés, etc. Et quand ils sont arrivés à New York, il y avait des officiers d'immigration qui étaient là. Comment vous vous appelez ? Ils ont demandé aux gens. Et il paraît que près de 30% des gens ont donné une autre identité. Et les officiers de l'immigration, pour ne pas les traumatiser davantage, ont établi des passeports provisoires à faire vérifier ensuite à ces noms fictifs. Et donc, vous avez un certain nombre de gens qui sont entrés aux États-Unis grâce au naufrage du Titanic. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y avait parmi eux des truands, il y avait 2 faux monnayeurs, un assassin, et ils se sont refait une virginité grâce à ce naufrage. Donc, ça n'a pas été un désastre pour tout le monde, le Titanic. Effectivement. Alors, votre héroïne, c'est beaucoup plus sage. Donc, elle se fait passer pour Emma Bovary, peut-être un peu, et Paul Auster, Le Champ des possibles. Oui, j'avais été très impressionnée par son roman 4-3-2-1, oui, qui parlait de 4 possibilités pour un même personnage, qui serait un petit peu lui quand même s'il disait que non. Mais enfin, il avait les mêmes origines, 10 ans de moins quand même. Mais il avait fait les mêmes études et surtout, il parlait dans ce livre, et ça m'avait fascinée, d'un événement qu'il avait vécu
quand il était, qu'il avait 15 ans, 15-16 ans, dans un espèce de camp de scouts. La foudre était tombée sur un camarade juste à côté de lui. Pourquoi pas lui ? Et en fait, peut-être que cet événement explique toute l'écriture de Paul Auster, qui est vraiment un peu d'ailleurs comme Philippe Ross avec La Contre-vie, qui s'interroge en fait sur ce hasard, ces coïncidences, cette destinée, voilà. Et c'est des questions qui m'habitent sans cesse aussi. Et le choix, on sent que le choix de faire, de ne pas faire, de tourner à droite ou de tourner à gauche, qui va changer votre vie, c'est quelque chose qui vous interpelle. Oui, je l'ai raconté dans mon premier roman, Les Rêveurs, qui est peut-être le roman le plus autobiographique que j'ai écrit. À la fin, je parle d'une lettre qui a été déchirée par ma mère. Sans vouloir tout révéler, pour ceux peut-être qui veulent lire le livre ou qui l'ont pas encore lu. Peut-être si cette lettre, elle ne l'avait pas déchirée, voilà, je ne serais pas là. Mon existence tient à une lettre qui a été déchirée. C'est quand même incroyable de se dire ça. Donc ça m'a un petit peu marqué, effectivement. Alors votre héroïne, en fait, le taxi va l'emmener jusqu'à une famille qui a des enfants à garder et elle va se retrouver nounou. Et là, on trouve un peu de vous parce que il y a du Mary Poppins dans tout ça. Or, quand vous étiez enfant, c'était votre héroïne. C'est pas que quand j'étais enfant, c'est toujours mon héroïne pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, j'aime infiniment la présence des enfants. C'est une vraie grâce pour moi d'avoir eu 3 enfants. Et puis comment les aider ? J'ai toujours envie de les aider. C'est pour ça que je suis marraine de plusieurs associations, SOS Village d'enfants, Un enfant par la main, et Pour un sourire d'enfant. Et je suis obligée des fois de dire non. Je suis désolée, j'ai déjà 3. Je pourrais en marrainer 10 ou 20. C'est vraiment eux qui m'intéressent le plus. Peut-être parce que Sartre disait l'enfance décide. Effectivement, ça décide de tout, de tellement de choses. Donc, et je me suis perdue, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on parlait de Mary Poppins. Ah oui, et Mary Poppins, il y a une autre raison pour laquelle Mary Poppins est mon héroïne, c'est que quand j'avais, alors là je vais vous effrayer, mais quand j'avais 4 ans, j'ai sauté par la fenêtre. Je croyais que je pouvais voler. C'est mal. Peut-être parce que je m'appelle Icare. Et oui. Ah oui, c'est joli. Un petit peu, quand même. Donc, voilà, j'ai bien vu que non. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu une jambe en morceaux. Et ça a mis beaucoup de temps à se réparer. Et on m'avait prédit que je boiterais toute ma vie. Peut-être j'ai une jambe plus courte que l'autre. Un petit côté Sarah Bernard, moi aussi. Et donc, voilà, Mary Poppins m'a vengée. Parce qu'elle pouvait voler. Et quand j'ai vu ce film, quand j'étais gamine, je me disais, mais voilà, en fait, il me manquait un parapluie. Un parapluie magique. Mais puisqu'on est dans ce beau théâtre là extraordinaire, cet opéra extraordinaire, quand j'ai foulé la scène d'un théâtre pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais ça y est, j'avais l'impression d'être à 5 mètres du sol. Et oui, quand on joue, on vole. Et quand on écrit ? Un peu aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une espèce de bulle comme ça, où on s'échappe. Alors, quand je joue, en fait, la différence, c'est que j'ai la trajectoire d'un seul personnage en charge. Et c'est merveilleux. Hein. J'adore être au service des auteurs et j'adore dire les mots des autres. Mais voilà, peut-être qu'à un certain âge, il était temps aussi de faire entendre ma voix. Et avoir en charge la trajectoire de plein de personnages, pas seulement un seul, mais voilà, et de créer un univers, de plonger dans l'histoire comme on plongerait dans la mer entièrement, c'est encore un autre plaisir. Il y a quand même une constante aussi dans ce que vous écrivez, c'est l'idée d'élévation. Je pense à cette histoire d'ascenseur, c'était le 2e roman, cet ascenseur qui passe, qui s'arrête toujours au même endroit. Et c'est très important, il va avoir un rôle très important. C'est important pour vous ça, le fait de s'élever, de perdre contact avec le sol, quoi. Oui, de s'échapper de la réalité. En fait, quand je joue et quand j'écris, j'ai pas l'impression que c'est moins réel
que, là je vais vous paraître folle, mais que la réalité, pour moi, même les rêves, je le dis dans un des passages, Oui, c'est pas... pourquoi mes rêveries seraient moins importantes que vos souvenirs? Non. Ce qu'on vit quand on joue ou ce qu'on vit quand on écrit, pour moi, est aussi réel que les événements qui ponctuent nos vies. Vous avez déjà rêvé que vous voliez? Oh oui, plein de fois. Mon plus beau rêve, c'était quand je me souviens d'un rêve où je volais au-dessus d'une église orthodoxe russe avec un dôme en or, et je volais au-dessus de ce dôme en or. C'était inoubliable. Alors vous sentez l'air, vous appuyez vos bras quand vous volez dans rêve. Oui, ce qui est très drôle, c'est que je commence par nager, et en fait, je nage en volant. Mais oui, vous n'êtes pas un oiseau, vous êtes Isabelle, vous êtes vous. Je suis moi, oui. Mon père rêvait qu'il volait, il rêvait qu'il était une poule blanche. Alors je lui disais, mais papa, les poules ne volent pas. Mais dans les rêves, si. Évidemment, oui. Et on fait oui. C'est pour ça d'ailleurs que mon premier roman s'appelle Les Rêveurs. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est Juliette Jost, mon éditrice chez Grasset. C'est elle qui a eu cette idée parce qu'elle me disait, je sais pas combien de fois il y a le mot rêve dans ton histoire. Donc effectivement, il faut que ça. Moi, je l'avais appelé ça au début la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est un peu compliqué. C'est joli aussi, mais c'est joli, hein. Ça se rapproche d'Isabelle. Voilà. Voilà. Finalement, la phrase, je sais que vous aimez les phrases que vous collectionnez. J'appelle ça les phrases bijoux. Les phrases bijoux. Je préfère qu'on m'offre une jolie phrase qu'un bijou. Un bijou de je m'est égal, mais une jolie phrase, franchement, ça peut non seulement nous sauver une soirée, mais nous sauver toute une vie. Et vous avez une phrase qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors, je vais dire au débeauté parce que j'en ai tellement, mais peut-être une qui se trouve dans le roman, Le jeu des scies. C'est une phrase de Kundera. Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Et rêver. Et rêver. Et c'est lui qui parle de l'esquisse aussi. Que j'ai mis très très joli. Je peux le lire si vous voulez, parce que c'est une belle entrée en matière sur effectivement ce jeu. Ce jeu des scies. Donc c'est dans L'insoutenable légèreté de l'être. Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation. Comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est la vie même ? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau, tandis que l'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. Oh. Joli. Faut l'accepter. On a l'impression que vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans l'écriture et qu'elle vous donne une place différente. Vous écrivez tous les jours maintenant C'est très juste ce que vous dites sur les places. Et d'ailleurs, puisqu'on est là à ce salon du livre de Nancy, j'en profite pour citer un livre que j'ai beaucoup aimé dernièrement, de Claire Marin, qui s'appelle « Être à sa place ». Oui. Certains connaissent peut-être Claire Marin, qui est une philosophe qui travaille à Ulm, qui enseigne à Ulm, et qui avait écrit un très 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 beau livre qui s'appelait « Rupture » au pluriel, qui avait eu un grand succès. Et être à sa place, oui, trouver sa place. En fait, l'écriture m'a donné le sentiment que le calque était au bon endroit du dessin, en ce qui me concerne. Alors, je vais faire une autre citation. Pardon, quand on me lance sur les citations, moi, je ne peux plus m'arrêter. Une autre citation. Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'adéquation entre un homme et la vie qu'il mène ? C'est de Camus. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment en écrivant que je trouvais ma voie et que j'avais enfin une petite place à moi. Évidemment, vous imaginez quand vous jouez des auteurs comme Tchekhov, Molière, Shakespeare, Lars Noren, Martin Krimp, c'est très difficile de dire « Ah bah tiens, moi aussi je vais écrire ma petite bafouille ». Donc la question de la légitimité est cruciale, enfin, vous paralyse. Mais voilà, à un moment, il faut mettre ça de côté. Là, je dis ça à tous les gens qui ont envie d'écrire et qui n'osent pas.
Virginia Woolf dit aussi que tout le monde devrait écrire au moins un roman dans sa vie et que, de préférence autobiographique, et que, au contraire, on devrait mettre à l'amende les auteurs trop prolixes. Vous en pensez quoi, Didier ? Dont elle se disait faire partie. Elle voulait se mettre à l'amende elle-même. C'est une belle formule. Hein. C'est une belle formule. Et vous n'avez pas écrit pour le théâtre ? Si, une petite courte pièce pour un festival qui est merveilleux, qui s'appelle le Paris des femmes, et qui essaye de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes autrices qui soient jouées au théâtre. Pour l'instant, il n'y a que 25% d'auteurs qui sont féminins. Mais c'est très peu. C'est très peu, alors qu'on est capable aussi d'écrire pour le théâtre. Et il y a beaucoup de femmes qui écrivent pour le théâtre, mais qui ne sont pas jouées. On peut se poser la question, effectivement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être que beaucoup de directeurs de théâtre sont des hommes. Je ne sais pas. Oh, je lance la question. Ça, c'est un conflit auquel je ne crois pas. Il y a d'autres domaines où c'est quand même la même chose. Hein. Oui. Non, Alors, je vais vous donner un autre chiffre éloquent, puisqu'on est sur ce sujet. Je crois que c'est 21 ou 23% de fiction, de séries de fiction qui sont réalisées par des femmes seulement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup dans les séries de films policiers, de films à suspense, de thrillers, de films... Et les femmes, oui, sont peut-être trop sensibles pour écrire sur ces sujets-là. Non, c'est des critères un peu absurdes. Voilà, et effectivement, il serait temps que les femmes aient accès à toutes ces modes d'expression. En tout cas, les meilleures séries, moi je suis un gros consommateur de séries, les meilleures séries sont quand même celles qui sont écrites par des femmes. Parce on a besoin, sur une série, c'est ce qui se rapproche le plus d'une existence. Parce qu'il y a la longueur, le temps, les personnages sont fouillés, etc. Et elles mettent leur sensibilité à nu là-dedans. J'en ai vu une récemment qui s'appelle, je vais retrouver le nom... Jeanne Campion, pendant que vous cherchez, je meuble. Il y a Jeanne Campion qui a écrit des séries. C'est une anglo-saxonne, et j'ai trouvé cette série tout à fait bouleversante dans sa simplicité. Et des gens normaux. Normal people. On va ajouter que dans la première sélection du Goncourt cette année, il y a plus de femmes que 8 femmes et 7 hommes. Waouh. Alors, le jeu des si, d'un côté, est un roman. Avec vous, Isabelle Autissier, c'est aussi si. Mais là, on est plutôt, hélas, dans un roman d'anticipation. Le naufrage de Venise est un livre que je trouve exceptionnel. Vous racontez avec ce talent de conteuse, Didier le disait tout à l'heure, mais qui se confirme de roman en roman, et évidemment votre conscience écologique très forte. Vous racontez la vague mortifère qui un jour envahit et engloutit Venise. Vous êtes un peu loin de vos bases habituelles, la Patagonie, les mers glaciales, etc. Bien sûr, tout le monde sait que Venise est en danger, même si finalement on n'y croit pas trop. Qu'est-ce qui vous a fait tout d'un coup écrire sur Venise ? Oui, alors la difficulté, effectivement, c'est que j'étais loin de mes bases. Et j'ai quand même un peu tremblé en écrivant, en me disant, mais bon... Est-ce que je vais arriver à passer cette étape ? Pour moi, c'est une étape supplémentaire. Déjà, l'étape du roman était une difficulté au départ, et puis que j'ai apprivoisé justement en commençant par un truc en Patagonie. Donc voilà. Là, c'est vrai que y a une histoire de famille, il y a Venise. Moi, j'étais jamais allée à Venise avant. J'y suis allée plusieurs fois. Vous avez enquêté sur place ? Voilà. Je suis allée plusieurs fois pour ce livre. Et en fait, c'est une idée que j'ai eue. Je devais aller signer à Venise un livre précédent, et c'était juste au moment de la pandémie. Et donc, j'avais cette idée en tête de me dire, je vais aller à Venise. Et puis, j'avais par ailleurs cette envie de travailler sur quelque chose qui me taraude vraiment d'un point de vue environnemental, c'est la question du déni. Comment ça se fait qu'on est tous dans le déni ? Comment ça se fait que depuis 30 ans,
le GIEC, qui sont les meilleurs scientifiques de la planète, un certain nombre d'organisations et des grandes voix dans le monde, arrêtent pas de dire attention. Et puis c'est pas des histoires qu'on raconte, c'est basé sur des chiffres, c'est basé, enfin voilà, tout ça est écrit presque dans les détails de ce qu'il est en train de se passer, qu'on a décrit il y a 20 ans, il y a 30 ans. Comment ça se fait que ça ne porte pas et qu'il y a encore tellement de gens, j'ai encore, enseignant tout à l'heure, vu une dame qui dit oui, mais finalement, est-ce que l'homme dans tout ça, est-ce que c'est lui, enfin, voilà, comment ça se fait que ça ne porte pas? Et le fait de... Je me suis dit, mais au fond, Venise est un vrai symbole de ce déni. Tout le monde adore Venise, même les gens qui n'y sont pas allés, qui ont vu des photos, on sait que c'est un joyau de l'humanité, on sait tout ce que ça représente, etc. Donc tout le monde aime Venise. Tout le monde sait que Venise va disparaître. Il y a eu des milliers d'articles écrits là-dessus. Et le rapport du GIEC le rapport du GIEC, évidemment, puisqu'il décrit la montée du niveau de la mer. Donc Isabelle, tu dis tout le monde sait que Venise va disparaître ou peut disparaître? Alors, justement, il y a peut-être un peu de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre aussi ses désirs pour des réalités et se dire, non mais oui, c'est écrit comme ça, les scientifiques l'ont écrit comme ça, mais peut-être qu'on va s'échapper quand même, peut-être qu'il y a tout d'un coup quelqu'un de génial, peut-être qu'il va y avoir un président inspiré, ou qu'on va trouver une technique miraculeuse, ou voilà. Donc il y a toujours un petit peu ça quand même dans un fond de la tête de tout le monde. Ça s'appelle l'espoir. Et oui, mais ou le déni. Après, je pense que la situation, heureusement, n'est pas sans espoir, mais l'espoir, il repose sur nous, et sur ce qu'on fait nous, et pas sur une intervention tout d'un coup charismatique de je ne sais qui, quoi. Donc voilà. Et donc je me suis dit, au fond, voilà, tout le monde sait en gros que Venise est en danger, oui. En tout cas. Eh ben, prenons cette situation-là et décortiquons pourquoi, puisque tout le monde adore cet endroit et tout le monde sait qu'il est en danger. Pourquoi on ne fait rien, ou en tout cas absolument pas assez? Donc voilà, j'ai commencé à creuser, à aller sur place, à me renseigner, et puis ça a nourri le livre. Alors, vous avez choisi le roman. C'est pour faire passer ce message. Vous avez choisi une famille vénitienne, un père qui était un paysan, qui est devenu promoteur, entré au conseil municipal et qui ne rêve que de tourisme de masse et de... aussi parce que ça procure des emplois, mais en tout cas qui se moque complètement de ce qui se passe à... sous Venise. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Sa femme, descendante de grandes familles, elle se dit que Venise, depuis 10 siècles, a tenu et que donc ça continuera. Et puis, ils ont une fille dont on reparlera, qui, elle, a une conscience écologique, la découvre et se radicalise, mais son rôle est très intéressant. Est-ce que vous considérez que c'est par le roman qu'on fait peut-être finalement le mieux passer le message vers les lecteurs? En tout cas, je pense que le roman peut avoir une importance considérable et on voit bien comment les romans accompagnent la société, les évolutions de la société, ce qui nous traverse tous les uns et les autres, et parce que le roman nous rapproche des situations, des pensées, parce que dans un roman, forcément, à un moment donné, on va se projeter dans les personnages. Combien de fois dans un roman vous dites il faudrait qu'il fasse ci, elle devrait faire ça, voilà, parce qu'à un moment donné, on a cette proximité de situation et ça nous permet, je pense, beaucoup, moi je l'ai souvent vécu en lisant des romans, ça nous permet d'approfondir une connaissance des situations et de se mettre en face, de se dire, ben voilà, ça peut être ça peut être comme ça. Donc oui, je crois que le roman peut avoir une influence fondamentale et un rôle fondamental. Didier, vous êtes d'accord avec ça? Oui, à c'est-à-dire un petit bémol, le roman tout seul, non. Vous savez, c'est comme on est arrivé à maîtriser, je dis pas à vaincre complètement, à maîtriser des maladies comme le sida, etc., en multipliant les remèdes, en les ajoutant les uns aux autres. Je crois que le roman est le plus fort, il a l'action forte, mais il faut qu'il ait à côté de lui l'image, le cinéma ou autre, la parole, l'exemple. Voilà, tout seul, le roman est incapable, je le crains, de bouger les lignes.
Et s'il a un écho, si ça devient obsessionnel, moi je crois beaucoup à l'idée d'obsession. On a tous des Ça permet de s'identifier. Le roman, c'est un peu la même chose que les documentaires et les films de fiction. Dans un documentaire, vous recevez beaucoup d'informations, mais vous ne pouvez pas vous identifier. Dans la fiction, dans un roman, dans un film, vous pouvez vous projeter et vous dire « oui, c'est un peu moi ». Et on est comme dans le film de Woody Allen, La rose pourpre du Caire, on traverse l'écran et on vit avec les personnages. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut les deux genres, même trois si on peut. Je me souviens, Didier, d'un roman que vous aviez écrit sur Cathy Genovese, Est-ce ainsi que les femmes meurent ? Je me souviens bien du titre. Là aussi, c'était un fait divers, mais c'était à travers le roman une façon de dire aux gens qu'ils n'avaient pas de solidarité, qu'ils étaient une bande d'ignobles. Ils étaient indifférents, absolument, à la mort d'une femme. Donc vous aussi, alors il y a eu un film derrière. Mais... Il y a eu un film, il y a eu. Alors là, par exemple, il y a eu aussi un formidable mouvement de la presse qui a hurlé au scandale. Comment on a laissé, je raconte très, très rapidement de quoi il s'agit, une jeune italo-américaine, on est dans le Queens, rentre chez elle à 3h du matin, elle a 22-23 ans, c'est une fille chouette, sa seule ambition c'est de monter une pizzeria avec son papa, et elle descend de sa voiture, une petite Fiat Panda, et elle voit une silhouette sur le parking, et elle a une intuition, elle se dit c'est pas bon. Elle veut fuir et la silhouette se lance à sa poursuite, et tout d'un coup elle sent une douleur déchirante dans son dos, c'est un couteau de chasse au sanglier, qui vient et le tueur, car c'est un tueur, pendant 35 minutes, c'est long 35 minutes, va s'acharner sur cette fille. Évidemment, au deuxième, au troisième coup, elle tombe. Il va continuer sans toucher aucun organe vital. On n'a jamais su s'il avait une connaissance du corps humain ou pas. Toujours est-il qu'elle ne mourra que de perdre son sang. Mais aucun organe n'est atteint. Et personne n'appelle. Et il y a 38 témoins qui, derrière leur fenêtre, voient la scène et ne bougent pas. C'est un roman vraiment terrible. Hein. Et ne bougent pas. Et quand le lendemain, les journalistes et surtout la police vont leur chercher leurs témoignages, mais madame, vous me dites, vous avez vu ? Ah oui, c'était horrible, l'inspecteur. J'en avais le cœur broyé. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben rien. Vous n'êtes pas descendu, vous n'avez pas ouvert la fenêtre. Ah, il faisait un froid de canard. Je n'avais pas l'intention de m'enrhumer. Bon, la seule personne qui a bougé, je veux toujours la citer parce que Sophie Farrar, elle s'appelait. Elle a été extraordinaire. C'était une petite jeune femme de 22-23 ans qui venait d'être lâchée par son conjoint. Et elle habitait un appartement au-dessus de la scène, au-dessus du meurtre. Elle avait un tout petit bébé, un nouveau-né. Et donc, elle n'aurait pas dû le quitter. Et quand elle a vu ce qui se passait, quand elle a vu que personne ne bougeait, qu'elle ne voyait pas de lumière bleue des secours, elle est descendue pour prendre dans ses bras Kitty Genovese et lui dire ce connerie qu'on dit dans les films américains, ça va aller, bouge pas, reste avec nous, etc. Et elle y est allée alors qu'elle voyait l'assassin et qu'elle aurait pu légitimement penser qu'il allait s'en prendre à elle, puisque l'autre était quasiment morte. Elle a affronté, il est parti. Comme quoi, c'est extraordinaire le courage. Je me dis, je n'ai pas rencontré Sophie Farrar, mais je me dis, est-ce qu'elle l'a regardé, l'assassin, à un moment? Est-ce qu'il a compris qu'elle était plus humaine que lui? Est-ce qu'il a eu peur de son inhumanité à lui, devant le regard de cette jeune femme dont le bébé vagissait dans un berceau 13 étages au-dessus? Alors, à partir de ce meurtre, ça servait à quelque chose. Le 911, le numéro d'alerte a été mis en place, etc., etc. Donc, un roman peut servir. Je vais citer un passage de votre livre, parce que derrière la navigatrice, l'écrivaine, il y a aussi l'ingénieur. Et j'aimerais que vous nous expliquiez vraiment l'intérêt ou pas des digues qui ont été posées, du système Mose. Mais je voudrais lire ce passage. Dans l'histoire, Venise a veillé à rester les pieds dans l'eau pour être protégée des attaques terrestres, mais pas trop profondément pour éviter que les flottes ennemies ne puissent aborder par le large.
Depuis 1501, un collège d'experts nommé le magistrat des eaux règne sur cet art délicat de l'équilibre du terrestre et du marin. Organisme plus puissant, disait-on, que le Doge lui-même, il a supervisé le détournement de fleuves entiers, la construction de kilomètres de digues sur les lits d'eau, le creusement de canaux. Pas un pieu ne s'enfonçait, pas un fossé ne se curait sans son accord, et son pouvoir allait jusqu'à infliger la peine de mort. À l'aube du XXe siècle, quelque chose s'était brisé de cette connivence entre terre et mer quand l'attrait de l'industrie et du profit avait pris le pas sur la régulation du régime des eaux, quand les hommes avaient oublié que la lagune était un être à la vie fragile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Venise commence à s'engloutir et qu'elle devienne aujourd'hui si fragile ? Alors effectivement, c'est au tournant du XXe siècle, au moment où, en fait, Venise est en perte de vitesse à un moment donné. Et toute l'importance revient aux villes qui sont face à Venise sur la côte, où on décide d'implanter de l'industrie, et en particulier de l'industrie chimique et de l'industrie pétrolière. Donc on oublie un peu Venise. Venise, à ce moment-là, il n'y a pas trop de touristes, il y a quelques touristes, mais c'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Et on va donc créer vraiment des villes, créer un port, et pour ça, on va regarder ce qui est beaucoup d'ailleurs la marque, je trouve, à partir de la révolution industrielle. On va regarder toute la nature comme une chose, et la lagune, au fond, n'est qu'un endroit qu'il faut traverser. C'est pas une lagune comme on le voyait dans les siècles auparavant, avec des équilibres vitaux où on essayait de faire attention à pas trop changer les choses. Là, c'est juste qu'il faut faire traverser la lagune à des gros pétroliers qui ont du tirant d'eau. Donc, on va creuser des passages, on va creuser qui sont extrêmement profonds. Et en faisant ça, on va complètement déstabiliser le régime maritime de la lagune, le régime des barrés. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Avant qu'on creuse ça à une goutte d'eau qui entre avec la marée, il lui faut presque 6 heures pour atteindre le fond de la lagune. Après, il lui faut une demi-heure. Donc, ça veut dire qu'on va complètement bouleverser le régime des sédiments qui ne se déposent plus. Tout ça va être complètement bouleversé. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'eau douce pour alimenter les usines pétrochimiques et qu'on va aller chercher de l'eau douce dans les nappes souterraines sous Venise. Et qu'on va pomper de l'eau, et qu'à ce moment-là, Venise, en quelques décennies, va descendre de 20 cm. Donc l'un plus l'autre, plus le dérèglement climatique qui fait que le niveau monte, on a un ensemble de conditions qui font que Venise s'est affaissée, continue à s'affaisser, et que le niveau continue à monter. Donc, mathématiquement parlant, à un moment donné, et d'ailleurs on le voit, si vous êtes allé à Venise récemment, et j'en parle dans le livre, on a l'impression qu'on a mis des bouts de sparadrap partout dans cette ville. C'est-à-dire que le niveau monte, on voit que le niveau arrive au-dessus des pierres dures et commence à arriver au niveau des briques, ce qui est très mauvais pour les constructions. Et puis on voit qu'on a mis des escaliers en bois, des passerelles, des ci, des là, qu'on essaye de faire avec pour pallier à ce phénomène qui est aujourd'hui enclenché depuis déjà, pratiquement le début du XXe siècle. Et alors ce système de digue ? Alors là, du coup, c'est assez intéressant parce que cette idée de la digue, c'est une idée très ancienne. En fait, Venise est donc dans cette lagune et il y a 3 ouvertures qui ouvrent la lagune sur la mer Adriatique. Et donc, avec cet état d'esprit de voir la lagune comme une chose, on s'est dit, c'est comme une histoire de robinet. On va mettre des portes sur les 3 ouvertures, et puis quand on aura les fameux phénomènes d'aqua alta, qui sont dus en général à des passages de dépression qui sont devenus 10 fois plus nombreux qu'en 1920 pour différentes raisons, mais entre autres parce que avant Venise était plus haute, donc elle était moins sujette à ces aqua alta. On a dit, mais quand il y aura des aqua alta, on fermera les portes et on sera tranquille. Donc là aussi, c'est une pensée mécaniste. C'est une pensée qui n'accorde aucune place aux vivants de cette lagune. Donc on a fait ça, alors ça a duré, la construction de ces portes,
ont duré 3 fois plus de temps que prévu. Il y a eu 1 milliard d'euros qui se sont évaporés dans la nature, qui ont fait que quand même le maire de Venise et le président de la région de Vénétie ont eu quelques ennuis judiciaires. Enfin, tout ça a été une saga incroyable. Et que maintenant que ça existe, on s'aperçoit que, comme il y a des aqua-alta de plus en plus fréquentes, on va finir par être obligé de les fermer un jour sur 2. Et que là, c'est quelque part la mort complète de la lagune, puisqu'une lagune, elle a besoin de cet échange des eaux. Elle a besoin de cette revitalisation, en quelque sorte, par l'eau qui arrive du large, qui est plus salée, qui se mélange à l'eau douce qui descend des fleuves, et tout ça fait que la lagune est vivante. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, ça marche, mais c'est une solution qui est déjà complètement datée. Et qui ne peut pas aujourd'hui sauver Venise. Il vaudrait mieux quelque part reboucher les canaux qu'on a creusés et essayer de retrouver un peu d'écologie dans cette lagune. Ce serait peut-être une meilleure solution que d'avoir à grands frais construit des barrages. Mais on a l'impression que les hommes pêchent par orgueil et pensent finalement que partout la technologie sauvera les choses sans qu'il y ait d'efforts à faire finalement. Oui, on voit bien dans le débat encore qu'on a même aujourd'hui sur la question du climat, c'est-à-dire que on va rien changer à ce qu'on fait, on va continuer à consommer comme d'habitude, on va continuer à chauffer, rouler en SUV et faire tout ce qu'on veut. Et puis on va trouver une solution technique, on va, je ne sais pas comment, capturer le carbone dans l'atmosphère. On va voilà. Je trouve que c'est, enfin. Moi, j'ai l'habitude du contraire en tant que marin. C'est-à-dire qu'en tant que marin, quand je suis en mer, la mer, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas moi qui décide la forme des vagues, la direction du vent. Par contre, ce qui est intéressant dans la démarche des marins, c'est justement de faire leur miel de ce que la nature vous propose, de ce que l'environnement vous propose. Et puis de développer des stratégies intelligentes pour aller quand même là où on veut. Donc voilà, donc moi j'ai cette formation un peu. Et quand je reviens à terre, je me dis, mais à terre on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on fabrique des tas de trucs sans du tout se préoccuper de ce que sont les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Et puis un jour on bute dessus. Et là on dit, qu'est-ce qu'on va inventer pour être encore plus malin que... Mais non, on n'est pas plus malin que la physique et la chimie. Que ça nous plaise ou pas, l'eau elle gèle à 0 degré, elle bout à 100, voilà, donc c'est tout ça qui me fait dire qu'effectivement on a complètement, enfin en tout cas beaucoup perdu ce contact avec ce qu'est la nature réellement, et on raisonne comme si c'était un objet. Effectivement, le livre, je peux le prendre et je peux le déplacer. C'est un objet. Mais l'océan, c'est pas un objet. La biodiversité, c'est pas des objets. C'est des choses qui ont des fonctionnements qui leur sont propres et sur lesquels on peut pas intervenir comme ça. Donc, c'est beaucoup plus intelligent si on va dans le même sens et si on est avec l'océan, avec la nature, avec la biodiversité que contre. Alors, c'est un roman, et ça reste un roman, Le naufrage de Venise. Votre jeune héroïne, Léa, qui est quand même très attachante, a un professeur, et j'ai trouvé ce passage vraiment formidable, qui emmène ses étudiants découvrir en fait les changements de Venise et l'enfoncement de Venise en comparant avec les tableaux de Bellotto, je cherche de Véronèse, de Véronèse, et les avec des rapporteurs, avec des compas, les jeunes découvrent eux-mêmes que la ligne bleue des algues a perdu 61 cm, 1 mm 3 par an. Et toute cette démonstration qui est à la portée de tout le monde là fait que bien sûr les jeunes adhèrent à la biodiversité, à l'importance de la biodiversité. Et vous avez une phrase qui m'a beaucoup interpellée parce que j'ai l'impression qu'elle peut être attribuée à toute la jeunesse. Vous dites « La jeunesse ne sait pas aujourd'hui comment ne pas arriver trop tard ».
Oui, ben, en fait, elle est représentative, la jeune Léa, de cette génération d'aujourd'hui qui panique un peu. Hein. Ouais. Et donc, évidemment, dans la rébellion, dans la colère, parfois, et on les comprend, mais qui ne sait pas très bien quoi faire. Elle, petit à petit, elle va se radicaliser parce que au début, elle va sur des choses un petit peu gentillettes, hein, on fait une petite manifestation et tout, puis ça se passe pas bien, et puis elle se dit qu'il faut qu'elle continue, et puis elle se vit un peu en égérie, elle imagine qu'elle va réussir à sauver Venise, et elle va aussi un peu s'enfermer elle-même, oui. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui pour cette jeunesse qui ne sait pas, j'allais dire, vers où se tourner, et qui est dans l'angoisse et qui est dans la colère, et qui est, alors, une partie d'entre elles, heureusement, de cette jeunesse, essaye d'inventer des solutions. C'est à un moment ce qu'elle va un peu faire avec son phalanstère sur son île, là. Donc essayer de créer autre chose, de faire un pas de côté, de s'organiser différemment. Voilà, mais tout ça est assez compliqué. Et pour revenir juste un moment sur cette étude, alors il faut la rendre à son professeur, qui est quand même réellement une étude que j'ai trouvée de quelqu'un qui s'appelle M. Camoufot. En fait, la technique de peinture du XVIIIe consistait à reproduire exactement la réalité. Et on se servait souvent de ce qu'on appelait les caméras obscura, c'est-à-dire une boîte avec un trou percé et qui permettait de projeter sur un écran, en fait, vous voyez, c'est l'ancêtre de l'appareil photo, on va dire. Et donc, le souci des peintres de l'époque, c'était d'être dans la précision absolue. Donc, les tableaux de cette époque, par exemple, la ligne des algues un peu verdâtres dues à la marée, qui sont indiquées sur les monuments, c'était l'exacte ligne qu'il y avait à l'époque. Et quand on compare ça aux photos d'aujourd'hui, c'est là qu'on voit que ça a monté de 61 cm, alors qu'à l'époque, on n'avait pas d'instrument scientifique de mesure pour tout ça. Et j'ai trouvé ça fantastique que la peinture, que l'art puisse aussi parler comme ça de cette réalité et nous soit aujourd'hui utile de ce point de vue, en dehors évidemment de la beauté de la peinture elle-même. Didier, je vous laisse dire un mot. Non, mais je suis fasciné parce que ce que dit Isabelle est vrai. En même temps, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de porte ouverte. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je pense que les portes, on est tous capables de les ouvrir et de les pousser. Il faut y aller. Et enfin, moi, quand je parle justement à cette génération que je sens très... voilà, j'en parle un peu dans ce livre, on parle de solastalgie, hein, la douleur de ce qui disparaît. Que ce soit les paysages qu'on a connus, les espèces. Tout à l'heure, quand on était à la radio, tu parlais des hirondelles et des papillons que tu ne vois plus. Ça, c'est de la solastalgie. Et les jeunes sont très intéressés par ça. Et moi, j'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est battez-vous. Parce qu'au moins, vous serez ensemble. Et déjà, ça change tout. Vous n'êtes pas en train de pleurer chacun chez vous. Et puis, vous vous imaginez un futur désirable. Parce que quand on se bat, c'est pour quelque chose. Donc je crois que, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Et on peut se battre de tas de façons. On peut faire des manifestations, on peut écrire des livres, on peut essayer de créer autre chose avec toutes les associations qu'on peut imaginer. Enfin, voilà. Donc on peut se projeter positivement, pas être que... Bien sûr, c'est angoissant, mais on peut ne pas être que dans l'angoisse. On peut être dans la construction de quelque chose qui va être sacrément mieux, et plus intéressant et plus comment dire, et plus gratifiant quelque part. À l'ère de ces télescopes qu'on envoie dans l'espace et qui retransmettent des photos de l'univers qui sont foudroyantes de beauté, de précision, et quand on pense qu'on les actionne, qu'on les télécommande et ils sont à des années-lumière, des milliers d'années-lumière, on se dit l'homme est quand même formidable, il est capable de... Et pourquoi il n'applique pas son génie à ce drame de Venise ou d'autres, enfin, au soubresaut mortel de la planète? Pourquoi est-ce que personne ne nous dit jamais le matin à la radio, on vient d'avoir une idée? Je dis même pas on a la solution, qu'on nous propose des idées, on les discutera, on verra si on peut les payer, bon, j'en sais rien, mais j'entends pas parler d'idées. Mais Isabelle a dit, c'est pas la technique qui va nous sauver. Oui, je crois que c'est le respect. Non, mais je dis pas qu'il faut une idée technique.
Les techniques, on les a. Enfin, on en a. On peut en inventer d'autres. Mais par exemple, pour faire face au dérèglement climatique, mais les techniques, mais on en a largement suffisamment. On les met pas en œuvre. On les met pas assez en œuvre. Pourquoi ? Pour différentes raisons. C'est un gros débat qui est en ce moment d'ailleurs. Pourquoi on va pas plus vite ? Oui. Et pourquoi on va pas plus vite ? C'est d'une part parce que on a tous peur du changement. Et qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc finalement, oh là là, il est urgent d'attendre. On est bien, tranquille, dans notre petit truc. Tant que c'est pas insupportable, continuons donc comme ça. On est aussi dans un peu une inquiétude de si on change, moi qu'est-ce qui va m'arriver, on a été très biberonné à un confort absolu, à faire ce qu'on veut en gros, c'est-à-dire effectivement je prends l'avion quand je veux, je fais ce que je veux, tout ça et que tout d'un coup se dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut faire avant de le faire. C'est pas c'est facile de gaspiller. Cette société du gaspillage et de la surconsommation, elle est extrêmement attirante quelque part. Donc on n'a pas trop envie d'en changer. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui vont faire ça. Mais voilà. Alors, et puis peut-être qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Finalement. Parce qu'en même temps, on voit se passer à l'autre bout du monde des choses qui révoltent. L'histoire des stades climatisés au Qatar, c'est insupportable. C'est terrifiant. Et ça. On va vous demander de baisser d'1 degré votre électricité, et pendant ce temps-là, vous avez ça en face. Donc, c'est... Non, mais je crois que ça je le comprends tout à fait, et je comprends que ce soit insupportable. Et je pense surtout, par exemple, on a beaucoup parlé de l'histoire des jets privés ces temps-ci. Et la personne qui a du mal à payer son chauffage, elle dit, mais alors moi, on me demande effectivement de baisser d'1 degré. Et l'autre, il se balade en jet privé. Un Paris-Nice, c'est 9 tonnes de CO2, c'est à peu près l'émission annuelle d'un Français. Donc voilà, donc c'est vrai que là, mais c'est là qu'il faut agir sur tous les tableaux. Et je pense qu'effectivement, la responsabilité des pays riches et des riches des pays riches, elle est plus forte. Et qu'à un moment donné... on peut avoir des bonnes paroles. À un moment donné, je pense qu'il va falloir en passer par la loi aussi. Ce que, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat avait essayé de proposer. Quand ils avaient dit quand quelque chose est, quand un lieu est à moins de 4 heures de train, on supprime les lignes d'avion. Vous avez vu le tollé que ça a fait ? On dit oh non, mais c'est impossible. Moi, je vais absolument prendre l'avion. Je vais à Bordeaux. De Paris, c'est à 2 heures en TGV. Ben non, je vais prendre l'avion pour aller à Bordeaux parce que c'est ma liberté. Donc tous ces débats-là, ils sont très prégnants, mais il faut qu'on les ait. Il faut qu'on les ait, mais c'est pas parce que les autres font pas bien. En gros, c'est pas parce qu'il y a des assassins qu'on a le droit d'être un assassin. C'est pas parce que c'est mondial qu'on peut pas faire là où on est. Oui, et je pense qu'en plus, il y a une contagion aussi des choses positives. Et que ça, on peut le créer. On peut créer cette contagion-là aussi. Des cercles vertueux. Des cercles vertueux. Oui, cercles vertueux. Alors, comme 1 heure, ça passe très très vite et que le masque et la plume va nous succéder sur la scène de l'opéra, on va avoir les 10 dernières minutes à peu près. Didier, Monsieur le Président, pour avoir la chance... Ce qui est bien d'être président du Livre sur la place, c'est qu'il n'y a pas à se soucier de sa réélection. Ouais, c'est un confort. S'ils savaient, les autres présidents, les vrais, comme c'est agréable de ne pas se poser la question. De jouir du moment, voilà. Ouais, et Monsieur le Président de l'Académie Goncourt, aux côtés duquel j'ai la chance de travailler, je peux dire que je vous ai vu ces derniers mois avec des emplois du temps terribles, avec une actualité. C'est difficile de lire les autres et d'avoir une actualité à soi énorme. Alors cet automne, vous avez une actualité, vous avez un scénario pour France 2 qui va bientôt, que l'on va bientôt découvrir. Vous nous en dites un mot ? Avec une distribution prestigieuse. Oui, c'est ce qu'on appelle la Dream Team, c'est-à-dire Dayan Decoing. Dayan Decoing, oui. José Dayan, elle a de l'autorité sur vous, hein. C'est impressionnant. C'est une esclavagiste, mais c'est une merveilleuse esclavagiste. Ah oui. Elle sait pourquoi elle fait travailler ses esclaves. Mais moi, j'adore travailler pour elle parce qu'elle a un tel respect du texte, un tel respect du travail fait par ses auteurs, par son auteur en l'occurrence, que c'est un bonheur. Vous le dites, là c'est rouge. La table, elle sera rouge. Elle va en
empoisonnait son accessoiriste, c'est qu'il trouve une table rouge, parce qu'une espèce de fou dangereux dans son bureau a écrit que la table était rouge. Et c'est très très rare, un réalisateur qui respecte à ce point-là le travail du scénariste. Je suis bluffé et émerveillé par ça et récompensé par ça. Donc elle avait un rêve, José. Elle a toujours, quand elle rêve à la fois à un sujet et à l'interprète. Et là, son rêve, c'était, l'interprète d'abord, c'était Isabelle Adjani, encore une Isabelle. Ah oui, oui, vous êtes entouré d'Isabelle. C'est ma galaxie. Elle voulait Isabelle Adjani pour faire Diane de Poitiers. Diane de Poitiers est un personnage intéressant parce que c'est quand même une femme d'une rare beauté et qui a un pouvoir politique formidable. Elle a eu, et qui a connu des désastres sentimentaux. Elle a été d'une tristesse accablante quand Henri II est mort. Enfin bref, c'est un personnage formidable. Et elle voulait ça. Mais le petit problème, c'est que je lui dis, mais tu sais, elle commence, elle a 16 ans. J'adore Isabelle Adjani, elle n'a pas 16 ans. Elle me dit, avec moi, elle aura 16 ans. Et elle m'a montré des photos d'Isabelle. C'était miraculeux. Et je dois dire que le film est présenté quand je rentrerai de Nancy, le jeudi qui suit, au Festival de La Rochelle, le film fait l'ouverture. Donc je vais le voir dans sa totalité. Je n'ai vu que des bribes, un teaser, comme on dit dans le métier, mais je crois que c'est un grand truc. 4 fois 1h30 2 fois 1h30. 2 fois 1h30. Un peu plus d'1h30. Avec Depardieu, Jean Reno. Avec Depardieu qui fait Nostradamus. Bon, il y a un très très beau casting. Mais en tête de casting, Isabelle Adjani. Alors ça, c'est le scénario, le scénariste. Votre roman... Ça m'a pris près de 2 ans pour écrire ce truc. Ah oui. Ah oui, redoutable. Et elle apprécie, mais en même temps, elle dit, mais tu te dépêches. Moi, je veux tourner. Et Isabelle grandit pendant ce temps. Il faut aller. Votre magnifique roman, Le Bureau des Jardins et des Étangs, paraît mi-octobre en roman graphique, chez Stock, à nouveau. Et c'est magnifique aussi. Ça, c'est un petit teaser que vous avez. Il va être gros. Oui. Il fait 230 pages. Et c'est une jeune femme qui est dessinatrice. Elle a aimé le livre. Et c'est génial ce qu'elle fait. Enfin, moi, je suis ébahi parce que mon héroïne, je la voyais dans ma tête. J'en étais un peu amoureux. On ne peut pas conduire un roman si on n'est pas amoureux de son héroïne. Elle s'appelle Isabelle ? Non, elle est japonaise. Ah, elle est japonaise. Ah oui, c'est celle-ci. Ah oui, elle s'appelle Miyuki Isabelle. Enfin, ça, vous voyez, bon. Oui. C'est Isabelle en japonais. On va dire que elle m'a proposé des images d'Isabelle, de Miyuki, qui m'ont séduit. Et voilà, les images qu'elle a faites sur ce livre sont absolument formidables. J'étais en fait déjà au prochain roman que vous allez publier début janvier, parce que Le Bureau des Jardins et des Étangs, vous avez mis 12 ans à l'écrire. Oui. Celui-ci... 5 ans. 5 ans. Vous m'avez dit que le premier jour où vous commenciez à écrire, Isabelle, vous pouvez peut-être faire la même chose, vous mettez la date et vous allez jusqu'à la date de fin. Donc 5 ans, quel est le titre ? Vous nous direz que ça. Oui, Le Nageur de Bizerte. Paul Constant, tout à l'heure, a dit que ce n'est pas racontable parce que c'est de la littérature. Non, c'est pas racontable, mais il y a une lagune qui a un rôle énorme. Et je me suis passionné pour l'histoire des lagunes et j'entendais bien, effectivement, c'est vivant. C'est vivant. Et la lagune de Bizerte, elle a une vie dans ses profondeurs et en surface qui est absolument extraordinaire. Alors voilà, c'est une des héroïnes du livre, c'est la lagune de Bizerte. Donc, vous n'allez pas dédicacer à ce livre sur la place, mais l'année prochaine, oui, on vous attend évidemment. Isabelle, vous dédicacez demain sous le chapiteau, les deux. Plaisir. Dès demain matin, vous retrouvez votre poste. Vous serez au poste. Et on va finir juste en quelques mots sur la rentrée littéraire, puisque mardi dernier, l'Académie Goncourt a annoncé les 15 romans en lice pour le prix Goncourt, qui sera proclamé le 3 novembre. C'est une belle rentrée littéraire. C'est une très belle rentrée littéraire parce que c'est une rentrée combative. Je veux dire par là qu'il n'y a pas un titre qui écrabouille tout le monde. Ça arrive certaines années où on s'est dit, oui, bon, de toute façon, ça va être pour les places d'honneur, hein, le 3e et 4e marche du podium, parce que le 1er et le 2e, on sait déjà qui ça va être. Là, non. Je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la moindre idée de qui peut gagner. Je sais pour qui je vais voter moi,
mais je ne sais pas pour qui vont voter mes camarades. Et ça va être un suspense, je pense, jusqu'à la toute dernière minute. Est-ce que quand commence la sélection pour le prix Goncourt, vous repensez au jour où, à 32 ans, c'est vous qui l'avez eu? Oui, parce que moi, j'en avais tellement envie. Mais ils en ont tous tellement envie. Hein. Non, pas au point où j'en avais envie, moi. D'accord. C'était vraiment... Mais vous savez pourquoi? Parce que mes parents étaient très amis avec un monsieur qui s'appelait Gérard Boer, qui signait Guermantes dans le Figaro, et qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt. Et ils étaient tellement amis qu'ils venaient... Gérard Boer venait déjeuner ou dîner au moins 2 fois par semaine à la maison. Et quand il était à table, on avait le droit de participer au déjeuner, au dîner, il nous racontait des histoires de littérature. Ce qui s'était passé à l'Académie Goncourt, etc. Et pour moi, littérature a toujours coïncidé avec l'Académie Goncourt. Et quand j'ai commencé d'écrire, je n'imaginais pas, je me suis jamais vu à l'Académie française, mais je me dis, l'Académie Goncourt, il me faudrait le prix Goncourt, ce serait à ce moment-là un écrivain. C'est comme le type qui dit, de jour on me donnera des épaulettes, ou je sais pas quoi, un uniforme, j'aurai l'air d'un général. Et moi, j'avais envie, pour avoir l'air d'un écrivain, j'ai bien l'air, pour avoir l'air d'un écrivain, il me fallait un prix Goncourt. Vous l'avez eu, et vous l'avez eu jeune. Je l'ai eu jeune, oui, je l'ai eu jeune, et je crois que c'est pas une malédiction d'avoir jeune, contrairement à ce qu'on pense. Le prix Goncourt... Est-ce qu'il a changé votre vie? Bien entendu. Qu'est-ce que vous avez acheté tout de suite avec ce prix Goncourt? Une petite maison au bord de la mer, petite maison de pêcheur, toute petite maison de pêcheur qui était tellement dans un tel état de décrépitude que nous étions persuadés, mon épouse et moi, que les propriétaires allaient nous payer pour emmener la maison, enfin pour l'habiter. Non, mais c'était une horreur, cette maison. J'ai écrit un petit bouquin sur elle, avec vue sur la mer. Elle était, la pauvre petite, elle était... Bref, et aujourd'hui, elle est toujours aussi petite. C'est la maison du bonheur. Mais c'est la maison du bonheur et on l'adore. Je vous remercie vraiment tous les trois pour ces Elles sont bien, mes Isabelle. Ah oui, oui. Est-ce qu'on demande... Merci à toi, Didier. Voilà. Est-ce qu'on demande à Isabelle de clore en lisant un passage de son livre? Oui. Vous êtes une telle lectrice, Isabelle, qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Le début, tant qu'à faire. Le visage collé au hublot, j'admirais les montagnes qui s'étalaient autour du long ruban goudronné de la piste d'atterrissage. Les lignes blanches et les pointillés défilaient à toute vitesse, tels d'impeccables formulaires à découper. D'en bas, le ciel semblait bien plus gris, mais on pouvait encore deviner, à travers les nuages, la chaîne des Pyrénées et ses pics enneigés, aussi violettes en ce début de soirée qu'une tablette de chocolat Milka. S'appliquant à contredire les sombres prédictions climatiques qui envahissaient chaque jour les journaux, l'hiver n'en finissait pas. Une rafale de vent déstabilisait l'avion au moment de toucher le sol, me projetant contre un homme en costume cravate. Je m'excusais. Il se contenta de hocher la tête. Fébrile, il consultait les nouvelles sur son téléphone portable sans attendre d'y être autorisé par l'hôtesse de l'air. Quelles informations cruciales avions-nous manqué durant l'heure de vol ? Un dernier virage, puis l'extinction du signal de sécurité lança les hostilités. Après le calme de la traversée, tous les voyageurs se bousculaient pour être les premiers dans l'allée. Gagné par ce mouvement d'impatience, mon voisin s'agitait et soufflait sur son siège comme un adolescent. À sa droite, une grosse dame l'empêchait de quitter la rangée. Il se leva pourtant et sa tête s'écrasa contre le plafonnier, tandis que la coupable rassemblait ses affaires, se plaquant sur le côté pour le laisser passer. Les yeux toujours rivés à l'écran, le costume 3 pièces se glissa dans la file, sans un adieu. Devant moi, un enfant pleurait. De lourds sanglots étranglés secouaient ses épaules, mais personne n'y prêtait attention. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. J'aurais bien aimé lire aussi le livre d'Isabelle Autissier. Ah oui. Parce que vraiment... on va pouvoir les échanger. Et puis surtout, j'ai envie de dire merci des noms comme Isabelle qui aident à faire avancer cette cause qui nous concerne tous. Bravo. Voilà, merci à tous ceux qui se battent.